Mr. Jonas, please proceed. Président, Maître Jordache, veuillez poursuivre. Maître Jordache. Merci. Examinons plus avant ce que JF39 dit des rapports très proches entre Stanisic et Martić et du rôle de Stanisic dans la chaîne de communication avec Milošević. Apparemment, ces rapports étaient très affectueux, suffisamment affectueux pour que Martić se réfère souvent à Stanisic comme à son frère et en disant qu'il lui faisait confiance à 100%. Et pourtant, selon JF39, comme cela est abordé notamment dans les paragraphes 302 à 320 du mémoire en clôture de Stanisic, en juin 1991, Martić a chassé Simatović de Knin et a pris le contrôle intégral de sa police et de la défense territoriale. Selon JF39, les livraisons d'armement de Stanisic se sont arrêtées en mai ou juin 1991. Selon l'une des versions de sa déposition, ainsi que nous l'avons abordé dans le paragraphe numéro 78 de notre mémoire en clôture, au début du mois de mars 1992, Martić a ordonné à Rajić, Simatović, Starčević et Orlović, ou plutôt, l'interprète se reprend, Martić a ordonné l'arrestation de Rajić, Simatović, Starčević et Orlović parce que ces hommes travaillaient tous directement pour Simatović et étaient des membres de la DB de Serbie. JF39 a affirmé en page numéro 7282 du compte-rendu d'audience que Martić avait essayé d'arrêter ces hommes parce qu'il considérait qu'Orlović faisait passer davantage d'informations à destination de Stanisic qu'à destination de lui-même. JF31 a corroboré dans une certaine mesure ce récit en relevant que le grief principal de Martić consistait à dire qu'il ne recevait jamais d'informations justes. Et les juges de la Chambre retrouveront ceci en paragraphe numéro 79 de notre mémoire en clôture. Drača, en page numéro 16778, a confirmé que Martić avait un conflit durable avec Stanisic et la DB de Serbie. Ce n'est qu'en janvier 1993 que des contacts très limités ont été rétablis entre la DB de la RSK et la DB de Serbie. Alors pourrions-nous maintenant passer à la planche numéro 40 pour mettre le point final de cette chronologie. Comme nous l'avons indiqué au paragraphe numéro 1118 de notre mémoire en clôture, le 4 octobre 1994, Martić a accusé Stanisic d'utiliser Kostić et Kojić dans le but de miner sa propre autorité, ce qui comprenait le rapt de son ministre de l'Intérieur Ilija Prijić au mois d'août 1994 et la détention de Martić lui-même au passage de la frontière. La planche numéro 39 présente un extrait d'une conversation téléphonique, ou plutôt d'un appel téléphonique passé par Martić à Milošević. Comme nous pouvons le voir, Martić, en 1994, refusait de rencontrer Stanisic en affirmant que, je cite, « Stanisic me met des bâtons dans les roues à chaque instant et il crée des problèmes. Ceci est vraiment en dessous de tout. » Fin de citation. Alors, comme nous pouvons le voir, sur la base de cette chronologie, à partir de juin 1991, selon JF39 lui-même, Martić a essayé de s'affranchir de l'influence alléguée de la DB de Serbie en Krajina. Et pourtant, malgré ces éléments de preuve clairs indiquant l'attitude invariablement paranoïaque qui était celle de Martić, considérant que Stanisic et la DB de Serbie minaient son autorité, les juges de la Chambre seraient censés conclure que Martić considérait Stanisic comme son propre frère et qu'il lui faisait confiance à 100%. Il ne s'agit pas de dire que M. Stanisic n'aurait jamais été en contact avec Martić. Ceci serait une affirmation ridicule et aussi irréaliste que celle consistant à dire que tout
contact ou toute assistance portée à la RSK devait nécessairement s'inscrire dans la poursuite d'activités criminelles. Ceci, il aurait été irresponsable de refuser toute relation avec lui, avec Martic, compte tenu des conséquences qu'avait la direction très maladroite de Martic pour la sécurité de la Serbie. Au paragraphe numéro 669 du mémoire en clôture de l'accusation, cette dernière affirme que Milosevic, selon ses propres termes, aurait confirmé le rôle de Stanisic en tant que liaison entre lui-même et Martic. L'accusation affirme que, je cite, « Dans une conversation interceptée de septembre 1991, portant sur un protocole de cessez-le-feu en SAO de Krajina, Milosevic a dit à Karadzic, ouvrez les guillemets, alors j'ai dit à Jovica, puisqu'il était en contact avec Milan, de dire que Martic devrait signer ce protocole technique. Fermez les guillemets. Fin de citation. Malheureusement, l'accusation refuse d'aider la Chambre à distinguer les conduites visant à poursuivre des activités criminelles de contact avec la direction de la RSK visant à encourager la paix. Se voir chargé par Milosevic de faire signer par Martic un protocole, un accord de paix sous l'égide de l'Union européenne est une chose. Coordonner les approvisionnements aux fins de la commission de crimes en est une tout autre. Ainsi que nous le mettrons en avant dans le reste de ces plaidoiries, le rôle de Stanisic dans de telles initiatives de paix est bien documenté. Et dans cette mesure, on peut effectivement considérer que c'est par lui que passait la communication. Les contacts qu'il a eus avec Martic afin de l'exhorter de signer un accord ou un protocole d'accord a constitué une étape, constituant, sur un point interprète, une étape vers la paix, n'a été que la première de nombreuses tentatives pour promouvoir la paix. De la conférence de paix de Weinedens au plan Vance, aux accords de Dayton et au-delà. Ces éléments de preuve sont irréfutables et se démarquent très nettement de l'essentiel de la théorie de l'accusation. Pourrions-nous maintenant passer à la planche numéro 41, s'il vous plaît? L'accusation commet la même erreur au sujet du rôle de Stanisic dans l'assistance apportée à la mise en œuvre du plan Vance. Au paragraphe numéro 82 à 84 du mémoire en clôture de l'accusation, cette dernière affirme que la pièce P 686, conversation interceptée entre Karadzic et Stanisic, datée du 7 janvier 1992, apporterait la preuve que, je cite, la preuve du, je cite, rôle plein et entier de Stanisic dans la conception de ce qui devait devenir le gouvernement de la RSK, dans les nominations au sein du gouvernement, dans la planification des activités militaires et de la police en SBSO et dans la consolidation des territoires serbes hors de Serbie. Fin de citation. Cette planche contient la partie pertinente de cette conversation. Malgré la tentative faite par l'accusation d'extrapoler sur la base de cette conversation, un examen séquentiel de la conversation interceptée en question montre que Karadzic et Stanisic en réalité s'entretenaient des difficultés de la mise en œuvre du plan Vance et non pas aussi loin que l'on puisse étirer le sens des propos tenus et non pas donc du déplacement forcé des Croates de Croatie. Le fait même que l'accusation se repose sur cette conversation est une illustration patente de la fragilité de sa théorie. Cette conversation, ainsi que d'autres que nous verrons dans quelques instants, sont une réfutation sans équivoque du rôle que Stanisic est censé avoir joué. Et ceci montre de façon très claire le manque chez lui de l'intention requise. Je voudrais que nous passions à la planche suivante, mais avant de le faire, les juges de la Chambre verront que Stanisic
ou plutôt dans cette planche, les juges verront qu'à la date du 7 janvier 1992, Stanisic exprime sa frustration quant au manque d'activité politique en RSK. Et sur ce point, nous pouvons être d'accord avec l'accusation. Comme il le dit, tous ces gens ne sont que des bons à rien complètement incompétents, aussi incompétents qu'immatures. J'ai eu de grandes difficultés à leur expliquer qu'ils devaient être patients, qu'ils devaient être sérieux et se mettre au travail. Fin de citation. Stanisic relève qu'il a rencontré 44 commandants afin d'expliquer la situation et relève également la frustration et l'insatisfaction qui existent auprès d'eux. Dans la même conversation, en fait, nous pouvons voir que Stanisic, en réalité, s'arrache les cheveux de frustration. Il se réfère à la direction de la RSK comme à des tchétniks furieux. Il y a de nombreux radicaux là-bas qui sont en colère contre le monde entier. Ils sont assis sur ces zones frontalières depuis 1 an et ils se battent. Vous comprenez? Fin de citation. Stanisic dit qu'il va se rendre en visite dans le secteur, qu'il va essayer de mettre au point un mode d'assistance. Alors l'idée suivant laquelle cette conversation interceptée constitue une preuve des activités de Stanisic pendant la guerre ou une preuve de son rôle pour ce qui est de mettre au point la notion des gouvernements de la RSK est une proposition tout à fait fantasque. En fait, il faisait de son mieux pour essayer de trouver un concept, une notion qui pourrait diminuer le profond mécontentement de ces commandants de guerre qui, plutôt que de mettre en œuvre le plan de Vance ou d'essayer de se rapprocher de la paix, avaient d'autres idées. D'où la frustration de Stanisic. Est-ce que cela vous donne l'impression d'un homme qui a joué un rôle critique pour coordonner leurs activités et leurs crimes? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit là d'un homme qui a admiré leur travail ou qui avait tout intérêt à ces activités de guerre ou qui a partagé une intention criminelle? Je voudrais maintenant en fait que nous intéressions à la planche 43, car l'approche qui n'est pas raisonnable de la part de l'accusation nous présente Stanisic dans son rôle d'intermédiaire de l'entreprise criminelle commune. Et cela est encore plus apparent eu égard à Babic. J'en veux pour preuve les paragraphes 20, 669 à 671 du mémoire en clôture de l'accusation. La planche numéro 43 résume le soutien qui est avancé pour ce rôle. Et qui, en fait, il s'agit donc d'un résumé du rôle allégué de Stanisic en tant que coordinateur et sa contribution pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune. Il s'agit d'une illustration particulièrement frappante de la ruse dangereuse qui se trouve véritablement au cœur de la thèse de l'accusation. Comme vous le verrez, si vous examinez et étudiez les notes en bas de page 2324 à 2326, du mémoire en clôture de l'accusation, intitulé « Filière de communication », il n'y a pas un seul élément de preuve qui suggère que Stanisic a facilité les contacts de Milan Babic avec Milošević ou partagé ses points de vue extrémistes. Bien au contraire, on ne peut pas douter que Stanisic le considérait comme quelqu'un, même s'il n'est pas glorieux de parler des morts, mais le considérait comme un bon à rien, tout à fait immature, incompétent et radical parmi les dirigeants de la RSK, qui en fait mettaient des bâtons dans les roues du plan de Vance. L'accusation a fourni un exemple de ce rôle de coordinateur joué, d'après ce qu'ils avancent, par Stanisic. La planche numéro 44 nous indique que le seul effort qui ait été identifié par l'accusation
attrait au plan de Vance. Les planches 44, 45, 46 et 47 nous donne des extraits des pièces versées au dossier par l'accusation suivante. P683, P686, P687 et P690. Autant de conversations entre Karadzic et Stanisic en janvier 1992. Et l'accusation n'a pas voulu faire la différence entre un comportement pour concourir à la réalisation d'un crime par rapport à un autre comportement. Et ils avancent que toutes ces conversations étaient leur thèse. Au contraire, nous vous exhortons, mesdames, monsieur le juge, à examiner ces conversations interceptées, car ils vous permettront de mieux comprendre l'état d'esprit de M. Stanisic et ses tentatives de mettre en œuvre le plan de Vance, le seul plan qui offrait une perspective de retour aux Croates. Comme le montre la planche numéro 44, le 5 janvier 1992, Stanisic explique comment il a essayé en vain de calmer le jeu de Milan Babic. Karadzic, d'ailleurs, note qu'il pouvait gâcher beaucoup de choses et il entendait manifestement le plan de Vance. Planche numéro 45, maintenant, et là nous pouvons voir Stanisic et Karadzic qui, le 7 janvier 1992, continuent cette conversation. Karadzic, avec son parler haut en couleur qui lui est propre, suggère que l'armée devrait attraper Babic par les couilles pour le forcer à signer le plan de Vance. Et vous remarquerez que c'est Karadzic et non pas Stanisic qui fait office d'intermédiaire pour la paix entre Babic et Martic. Stanisic remarque que l'attitude extrémiste de Milan Babic vis-à-vis de tout le monde pourrait très très mal tourner. Planche numéro 46, je vous prie. Mesdames, messieurs, les juges, si vous prenez les planches 46, 47, 48 et 49, vous constaterez qu'il s'agit d'extraits de conversation du 12 et 22 janvier 1992. La planche numéro 46 nous montre que Karadzic informe Stanisic qu'il a prévu avec Babic d'aller voir Milosevic. Il est remarquable de voir que c'est lui qui informe Stanisic de ce fait. Si Stanisic était la personne qui facilitait les contacts entre Milan Babic et Slobodan Milosevic, de toute évidence, c'est lui qui aurait pris ces mesures et non pas Karadzic. Mais de toute façon, les deux hommes sont d'accord pour dire qu'une solution positive est en fait très proche d'être trouvé. Stanisic exprime sa crainte et dit il va y avoir une guerre totale. Planche numéro 47. Les deux hommes sont d'accord pour dire que leur conversation n'a pas grande valeur. Encore faut-il qu'ils puissent en parler à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc ils prévoient de se réunir à nouveau et d'agir. Stanisic remarque qu'il ne veut pas que l'on comprenne qu'il fait partie de cette initiative. La planche numéro 48 vous présente des extraits de la pièce P690 qui correspond à une conversation des deux hommes le 22 janvier 1992. Karadzic et Stanisic parlent de l'avenir et se demandent comment Karadzic a négocié ou peut négocier avec Babic pour trouver une solution de compromis, à savoir permettre à la Krajina d'exprimer quelques réserves par rapport au plan de Vance. Stanisic indique son soulagement. La planche numéro 49 est la seule planche qui vous présente la seule remarque, la seule observation de toute cette affaire qui a duré pendant plus de 5 ans et qui nous fournit un élément de preuve, aussi infime soit-il, qui était la suggestion suivant laquelle Stanisic aurait pu nourrir des sentiments négatifs vis-à-vis de la population croate. Mais il est intéressant
d'examiner la conversation dans le contexte de ce sentiment de frustration que les deux hommes avaient montré vis-à-vis de Milan Babic et des dirigeants de la RSK. Karadzic indique qu'il n'est pas souhaitable que la guerre se poursuive en RSK en indiquant personne ne la gagnera. Nous allons tous en sortir ruinés et appauvris. Fin de la citation. Il remarque que si Tudjman et les Serbes de Croatie ne montrent pas ou ne font pas preuve d'une certaine souplesse et de bonne volonté, ils vont en prendre pour 30 années de torture. Stanisic n'est d'accord, ne marque pas son accord. Qu'ils doivent tous être, lorsqu'il est dit qu'ils doivent tous être poussés vers Belgrade, il remarque avec une certaine frustration patente, nous n'avons plus rien à faire alors, il ne nous reste plus rien à faire. Nous devons les exterminer complètement, alors nous verrons bien où cela va nous mener. C'est ce qu'ils veulent, ils veulent avoir une guerre générale, bon, autant la faire avec des honnêtes hommes alors. Cette proposition, à savoir que cette seule remarque peut constituer un élément de preuve de l'intention criminelle de M. Stanisic est une déformation de la remarque de M. Stanisic et du contexte de la conversation. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui n'ait jamais prononcé avec un sentiment de frustration, une remarque incendiaire ou une observation particulièrement agressive, regrettée immédiatement. M. Stanisic était visiblement très très irrité et frustré vu l'incompétence et le comportement négligent de M. Babic et Tudjman. L'accusation n'est capable d'offrir que cette seule remarque pour toute la période de l'acte d'accusation et c'est l'illustration, s'il en fut, du fait que M. Stanisic était un homme très flegmatique, un homme qui faisait preuve de tolérance raciale en plein milieu de ce conflit haineux. Il savait qu'il n'y avait pas de choix. Il fallait signer l'accord de paix comme des honnêtes hommes plutôt que de poursuivre la guerre. Une tâche lui avait été confiée, à savoir persuader les dirigeants de la RSK de signer l'accord de paix, ce qui le transformait en quelque sorte en un outil de communication. Certes, nous allons maintenant examiner ce qu'avance l'accusation par rapport au rôle de M. Stanisic par rapport aux activités de M. Hadžić. L'accusation avance que Stanisic a coordonné en SBSO les unités spéciales, notamment les bérets rouges, les hommes d'Arkane, les scorpions, etc., de par sa relation avec Hadžić. La planche numéro 5 vous présente les principales allégations avancées par l'accusation qui sont dans l'ensemble non étayées et au mieux étayé par des éléments de preuve, par oui-dire, manifestement non fiables. Je vous ai déjà indiqué ce qu'il en était des éléments 5 et 6, ou des chapitres 5 et 6. Alors, je ne vais pas revenir sur cette tentative évidente de renverser la charge de la preuve et la norme de la preuve. Mais je vous inviterai plutôt à examiner la planche numéro 51 qui nous donne un élément de preuve, le seul élément de preuve sur lequel l'accusation s'est appuyée pour étayer l'allégation suivant laquelle Hadžić considérait Stanisic comme le lien entre Milošević et Badja, en déclarant que Hadžić lui a dit ceci, mais qu'il ne pouvait pas en dire davantage. Le témoin Bogunović a concédé que ces éléments de preuve avaient une valeur limitée. Point de vue tout à fait raisonnable à prendre vis-à-vis de M. Hadžić, puisqu'il s'agit essentiellement de preuves par oui-dire. Qui plus est, il n'y a pas d'éléments de preuve fiables indiquant que Badja
n'avait pas le droit d'avoir accès à Milosevic. Comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire en clôture, l'ascension fulgurante de Badja au poste de ministre de l'Intérieur adjoint montre qu'il était très très proche d'un poids lourd du SPS, Sokolovic, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur et qui est la preuve convaincante de ses liens avec Milosevic. Comme le montre la planche numéro 42, l'accusation allègue également que Hadžić mettait en œuvre les recommandations et les ordres émanant de Belgrade après les réunions qu'il avait avec Milosevic et Stanisic. Malgré de nombreuses notes de bas de page très très longues, la plupart des éléments de preuve sur lesquels l'accusation s'est appuyée visent M. Milosevic et non pas M. Stanisic. Il y a des éléments de preuve qui indiquent que M. Stanisic était effectivement présent lors de ces réunions et elles se limitent à 2 témoins. M. Babić débordant d'activité, exubérant, et M. Bogunović. Et dans le cas de M. Babić, il ne faut pas oublier qu'il ne manquait jamais l'occasion d'inventer ou d'exagérer. Comme vous le montre la planche numéro 52, ces 2 affirmations sont tout à fait dénuées des détails qui permettraient de transformer une allégation en une affirmation concrète, encore moins qui permettrait de vous convaincre qu'il s'agit de la vérité au-delà de tout doute raisonnable. Il est impossible pour un juge raisonnable du fait d'être convaincu de la présence de Stanisic à ces réunions. Même s'il était présent lors de ces réunions, l'accusation n'a présenté aucun élément de preuve permettant de convaincre cette chambre qu'il conseillait à Hadžić ou qu'il lui donnait des instructions ou des consignes. Vous ne trouverez pas un seul conseil ou une seule recommandation relayée par Stanisic. Pour ce qui est des éléments de preuve relatifs à Milan Babić, je pense qu'il faudrait appliquer la charge de la preuve et la norme de la preuve et se rappeler que les éléments de preuve de Milan Babić doivent absolument être corroborés. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rejetés. La planche numéro 53, si elle peut être affichée, contient certains extraits de la déposition de Bogunović à propos des réunions qu'il a eues avec Stanisic. Bogunović était le ministre de l'Intérieur de la SBSO. Si Stanisic devait relayer les instructions de Milosevic, il est logique de supposer que cela ne se limitait pas juste à Hadžić. Et d'ailleurs, l'accusation a voulu vous faire croire que cela a été relayé à l'ensemble du gouvernement de la SBSO, depuis Kojic jusqu'à Mrgoud en passant par Badja. Et pourtant, la seule fois où Bogunović rencontre Stanisic, comme nous l'indiquons dans notre mémoire en clôture, dans le chapitre relatif à la SBSO, Stanisic ne parle pas. Il se contente d'être assis et de prendre des notes. Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 432 de notre mémoire en clôture, c'est exactement ce que montrent les éléments de preuve. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il a rencontré le ministre de la Défense lors de ces 5 réunions qu'il a eues avec lui entre 91 et 95. Ces réunions portent sur une mise à jour des événements politiques, les réfugiés et, une fois de plus, la mise en œuvre du plan de Vance. Alors, être silencieux et prendre des notes est quand même une attitude assez étrange de la part d'un homme qui est censé relayer les instructions de Slobodan Milosevic au gouvernement de la SBSO. Relayer des informations à Milosevic est une chose. Relayer des ordres et des consignes et instructions relève d'un autre domaine. Planche numéro 3, qui résume certains des éléments de la déposition de M. Bogunović. Nous avons également la planche numéro 54, car l'accusation souhaiterait que les juges de la Chambre acceptent que Stanisic était le lien entre Milosevic, Arkan et Badja, lien par lequel Milosevic exerçait une influence sur Hadžić sur le terrain. La planche 53 vous présente les éléments de preuve sur lesquels l'accusation s'est reposée. L'accusation
devrait vraiment réfléchir à deux fois avant d'accuser un homme d'avoir des liens avec Arkane. Parce que cela doit se fonder sur un peu plus que la supposition avancée par un témoin. Et puis, en dernier lieu, l'accusation allègue que à la mi-septembre 1991, Stanisic est arrivé à Adalia et a exprimé sa rancœur ou son courroux du fait que Vukovar n'était pas encore tombé aux mains des Serbes. Il réclame une réunion avec Hadžić et ce pour essayer d'apporter sa contribution en ce qui concerne Vukovar. Lors de la réunion, Stanisic a planifié les opérations. Alors analysons cela pendant un moment. Il ne s'agit plus de travailler en coulisses, mais il s'agit en public de vendre son boniment. Stanisic, or heard of Stanisic turning up in Down and screaming. Bogunovic, according to the witness at T4, was supposed to be present at the screaming. Bogunovic, d'après le témoin T, à la page T 4757, était censé être présent et il devait crier. JF 29, d'après JF 32, à la page T, page du compte rendu d'audience 4759, était censé être présent lors de cette réunion de planification. Bogunovic a confirmé à la page du compte rendu d'audience 6044 qu'il n'avait jamais entendu parler d'un tel événement. Ni Bogunovic, ni le ministère de l'Intérieur, ni JF 29 n'ont corroboré ce récit, cette fable inventée de toutes pièces, correspondant à des oui-dire. Ce qui est encore plus important, il n'y a pas un seul élément de preuve qui permettrait ou qui laissait entendre que Stanisic a participé à la planification des opérations de Vukovar. On aurait pu imaginer qu'au moins un initié lors de ce procès ou quelqu'un d'autre aurait entendu parler d'un tel rôle. L'accusation souhaite vous convaincre qu'un officier du contre-renseignement professionnel et Hadžić, un magasinier, s'est assis autour de la table et a planifié la plus grande opération militaire de l'époque. Curieusement, personne, à l'exception de JF-32, que ce soit les dirigeants en SBSO ou les officiers de la JNA, ne semble avoir remarqué une contribution aussi importante à l'un des plus grands crimes de guerre lors de cette terrible guerre. Bien évidemment, il s'agit d'un mensonge. Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la planche 55? Je vous prie. Nous allons maintenant parler de la prémisse d'origine de l'accusation à propos de la Bosnie. À l'instar des faits incriminés en Croatie, leur thèse repose sur le fait que Stanisic était une voie de communication, un facilitateur, comme ils le disent, ce paragraphe 675 et 676, servant de portier de liaison entre Milosevic et Karadzic, qui reflète le rôle de Stanisic vis-à-vis de Martic, Babic et Hadžić. Cette prémisse constitue un élément essentiel de la thèse de l'accusation. On ne peut pas raisonnablement suggérer que Stanisic avait une vraie relation avec Mladic et que, comme cela est manifeste dans les carnets de Mladic, étant donné que Stanisic ne lui a été présenté qu'en juillet 1993. Mladic ne disposait pas du numéro de téléphone de Stanisic avant 1995. Milanovic a rencontré Stanisic au début de l'année 1993 et pensait qu'il était garçon de café. Stanisic n'a pas pu coordonner tout ceci par les voies militaires. Cela a dû se faire par les voies politiques. Et cette relation politique lui aurait permis, semble-t-il, de parachuter les hommes d'Arkane et les scorpions à volonté dans la zone de responsabilité de la VRS. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que Mladic affirmera que cela n'avait rien à voir avec lui. Comme nous pouvons le constater au niveau de la planche 55, l'accusation avance différentes allégations concernant les rapports entre Stanisic et Karadzic. Le trait le plus surprenant de ces affirmations est
sont les éléments de preuve sur lesquels on se repose pour établir le rôle de Stanisic pendant la période couverte par l'acte d'accusation fondé sur des preuves émanant du mois de juillet 91 au mois de janvier 1992, ainsi qu'un journal qui indique qu'en le 6 septembre 1991, Stanisic était à une réunion avec Bogdanovich et qu'il agissait manifestement comme interlocuteur ou qu'il servait d'interlocuteur à Jovic en fournissant de manière restreinte des approvisionnements aux villages serbes vulnérables en Bosnie. Même si cette interprétation de l'accusation des conversations téléphoniques interceptées indique que Stanisic était à l'époque coordonnateur des approvisionnements de Milosevic, approvisionnement d'armes, ou qu'il s'agissait de participer à un projet politique. La déduction que l'accusation impose au juge de la Chambre est tout à fait étonnante. Malgré une campagne militaire, malgré la création de structures nouvelles politiques, malgré la transformation de la JNA en VRS, il y a toute une myriade d'autres événements criminels et non criminels que l'accusation laisse entendre, d'après vous, présentés par l'accusation indiquant que la Chambre devrait être convaincue au-delà de tout doute raisonnable, fondé sur ces seuls éléments de preuve, que Stanisic a maintenu cette relation pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. Une déduction effectivement ambitieuse. Et non pas parce que cela souligne qu'il existe des éléments de preuve indirects concernant cette relation, des dépositions orales, des preuves documentaires telles que les procès-verbales de réunion de l'Assemblée, le journal de Karadzic qui se trouvait sur la liste 65 terre. Ceux-ci n'ont pas été versés au dossier. Les carnets de Mladic, les rapports du renseignement, voire même différents éléments de Ouidir sont une caractéristique malheureuse de cette thèse de l'accusation parce que il s'agit d'une poignée de conversations qui ont eu lieu avant la guerre. Il est important de placer tout ceci dans son contexte. Les plages 56-57 contiennent toute une série de faits jugés et indiquent dans quel contexte les Bosno-Serbes sont partis à la guerre et donnent un ordre chronologique. Même si Stanisic a reçu carte blanche et que Milosevic lui a donné carte blanche, correction d'interprète, pour lui permettre d'approvisionner les villages bosno-serbes en armes à la fin de l'année 91, de faciliter les événements politiques jusqu'en janvier 92, il est difficile de voir comment ceci aurait pu être lié à un quelconque crime. Dans les mots de l'accusation, le troisième fait jugé, numéro 97, ça n'était qu'en janvier 92 que le SDS a commencé à envisager la possibilité d'un conflit militaire. Il s'agissait d'une probabilité et non plus d'une simple éventualité. Les appels ont été lancés de plus en plus sur l'ensemble concernant la prise de contrôle du territoire. Ceux-ci étaient forts et clairs et n'ont commencé qu'en janvier 1992. Au paragraphe 88 à 117, l'accusation évoque ces écoutes téléphoniques sous le titre « Mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune en Bosnie ». Cela comprend, ou ils comprennent différentes accusations concernant les caractères belliqueux ou actes belliqueux de Karadzic et Stanisic, indiquant que ces hommes ne s'intéressaient pas véritablement à la paix. Nous faisons valoir que ces allégations ne peuvent pas être prises au pied de la lettre et qu'elles ne sont pas exactes et qu'elles n'ont rien à voir avec ce procès. Au contraire, les allégations faites par l'accusation, le titre provocateur mis en œuvre de l'entreprise criminelle commune en Bosnie, sont destinées à convaincre les juges de la Chambre qu'il existait un but criminel commun qui avait démarré en Bosnie en même temps qu'en Croatie. Et ce, pour une seule raison, la meilleure preuve contre M. Stanisic se termine avant qu'il n'y ait une quelconque action concertée aux fins de commettre des crimes. Ceci avait commencé en Bosnie au printemps de l'année 92. L'accusation tente d'estomper la différence qui existe entre les actions menées dans le but de favoriser la guerre et les actions visant à favoriser des crimes afin d'impliquer le premier accusé. Allegations are dubious to say the least.
En outre, les éléments de preuve ne permettent pas de prouver que Stanisic ne s'intéressait pas à la paix, encore moins qu'il cherchait à commettre des crimes. Une interprétation raisonnable des écoutes téléphoniques pertinentes montre précisément l'inverse. Tout d'abord, la prémisse même sur laquelle se fonde l'accusation pour faire ces allégations est douteuse pour le moins. Nous vous demandons, messieurs les juges, de croire que même si Stanisic a fait de son mieux pour neutraliser Babic, il s'est entretenu avec 44 commandants pour traiter de la question des Tchétniks et du RSK. Il était décidé à poursuivre la guerre en Bosnie. Pourquoi un homme aurait-il fustigé les dirigeants du RSK pour leur extrémisme? Pourquoi aurait-il trahi ce même extrémisme? Cela défie toute logique. Et à propos de logique, l'accusation n'a pas seulement réinterprété les écoutes, mais a fait du copier-coller à propos des personnes, des motivations pour prouver quelque chose sur lequel qu'elle ne pouvait pas étayer. Mesdames, Messieurs les juges, je vous demande de regarder les paragraphes 94 et 95 du mémoire en clôture de l'accusation. L'accusation fait encore un copier-coller des commentaires de Karadzic en août 91, dans le sens où les bosno-serbes faisaient tout ce que pensait Berjanin et ensuite laisse entendre que les commentaires de Karadzic font froid dans le dos à la lumière des points de vue extrêmes qui étaient ceux de Berjanin en 92 lorsqu'il prône le transfert forcé. Une jolie photographie au paragraphe 95 de Stanisic et Samatovic portant un uniforme militaire incontestablement beaucoup plus tard que la date du mois d'août 91. Debout à côté de Karadzic complète merveilleusement bien cette affirmation inexacte et injuste. Au paragraphe 96, l'accusation interprète le rôle de Stanisic comme une tentative pour empêcher la guerre et raconte une fable autour de ces événements-là pour suggérer l'inverse. L'accusation fait valoir que la participation de Stanisic avec Berjanin montre que son autorité en Bosnie n'a débarré qu'au mois d'août 1991. Bien évidemment, même si cela était vrai et même si cela n'a pas pu être vrai à tout moment lorsque les événements politiques et militaires ont évolué, les appels qui ont été lancés pour la prise de contrôle du territoire étaient devenus très clairs à ce moment-là. Il est tout à fait possible qu'il ait eu une influence au mois d'août 91 et peu en 1992. En réalité, la charge de la preuve exige que cela soit le cas, à moins que on ait pu prouver le contraire. En outre, il est possible d'user de son influence pour faire le bien, même si les crimes surgissent à l'horizon. Si on analyse les écoutes téléphoniques de manière détonnée, le rôle de Stanisic semble avoir été exactement cela. À la planche numéro 58, ceci montre quel rôle a joué Stanisic à l'époque. De même que les efforts qui ont été déployés en Croatie. Il a gardé la tête froide alors que les hommes autour de lui perdaient la tête. Il a regardé Berjanin en tentant de le calmer, à l'empêcher de faire des choses stupides que les bosno-serbes voulaient faire en faisant échouer les négociations. Alia, ensuite, devait s'adresser aux musulmans. Et pourquoi il voulait faire la guerre contre les Serbes, comme l'a dit Karadzic. Il aurait dû l'expliquer. Nous faisons valoir qu'en 1991, Stanisic était considéré comme un homme qui aurait pu calmer les excès des uns et des autres, qu'il aurait pu empêcher la guerre et qu'il aurait pu favoriser la paix. Son rôle semble avoir été un rôle qu'il aurait joué en Bosnie et en Croatie également. C'est un rôle qu'il a joué par la suite lors des accords de Dayton et toute une série d'autres activités qui ont favorisé la paix dans la région et qui ont permis à la paix d'être appliquée dans cette région. Alors, si on tente d'interpréter le rôle de Stanisic, Stanisic playing a positive role.
This is further demonstrated in a conversation between Karadzic. Alors malgré leurs efforts pour réinterpréter le rôle joué par M. Stanisic ou pour dénigrer ses motifs, on retrouve toujours, au cours de ces conversations interceptées, le fait que M. Stanisic joue un rôle positif pour apporter sa contribution à la raison et à la paix, ce qui est encore plus démontré dans une conversation entre M. Karadzic et Milosevic le 8 octobre 1991. La planche 59 et 60 sont des extraits de cette conversation. Nous en revenons maintenant à la RSK. Milosevic remarque que les dirigeants de la RSK ne vont même pas venir pour les négociations de paix. Pour commencer, il remarque qu'un seul homme, probablement Milan Babic, pense que tout le monde devrait s'agenouiller devant lui lorsqu'il arrive. Les deux hommes semblent être d'accord pour inviter Stanisic à une réunion pour essayer de trouver une solution. Une fois de plus, l'accusation refuse de faire la part des choses entre des actes pour aboutir à la paix et des actes qui sont des contributions au crime. En dépit de ce que nous avons vu, et il s'agit d'une conversation à propos de la façon de promouvoir la paix au paragraphe 679 de leur mémoire en clôture, l'accusation indique que cette conversation interceptée illustre parfaitement le rôle intégral joué par Stanisic dans les relations entre Karadzic et Milosevic. Comme nous l'indiquons dans notre mémoire en clôture, les services de la sûreté d'État ne sont pas conçus pour la guerre. Et M. Stanisic n'avait pas ces compétences. Il y avait beaucoup d'hommes qui pouvaient mener la guerre et très peu qui avaient cette finesse politique et la compétence diplomatique pour savoir raison garder et pour travailler pour envisager une meilleure solution. Lorsque la guerre convenait à Milosevic ou à Karadzic d'ailleurs, il faut savoir que des hommes tels que Perisic, Mladic, Arkan et Badja étaient requis. Mais lorsqu'il s'agissait d'avoir une main sûre sur le gouvernail, c'était Stanisic, un homme formé dans le domaine du contre-renseignement. Peut-être qu'il s'agit d'une formation parfaite pour l'art de la diplomatie, pouvait véritablement jouer un rôle. Et si nous pouvons véritablement prendre ces conversations interceptées et extrapoler à partir de ces conversations pour nous lancer dans des affirmations assez pompeuses, comme l'a fait l'accusation, je pense qu'il est beaucoup plus raisonnable de donner une autre interprétation à ces conversations, car avoir une certaine influence et une autorité n'est pas une indication d'intention criminelle. Et je pense que nous pouvons maintenant passer à la partie 3 de notre plaidoirie, car il faut savoir que si Stanisic est considéré comme le numéro 2 de Milosevic, ou s'il a joué un rôle de coordination pendant la guerre, il n'y a aucun élément de preuve qui ait jamais été présenté. Si la défense a raison à ce sujet, et je pense également à l'effondrement de la thèse à propos des 28 tireurs d'élite, que reste-t-il? Je pense qu'il va falloir que vous considériez que la thèse de l'accusation est mal fondée dès le début. Elle s'est appuyée sur des enquêtes erronées et des suppositions. Comme nous l'avons indiqué, il faut faire la différence entre ce qui doit être conclu pour trouver la vérité et pour assurer que justice soit rendue, ce qui ne se trouve absolument pas dans le mémoire en clôture de l'accusation, car il est absolument évident qu'ils font fi qu'ils mettent l'accent sur les aspects qui incriminent le plus l'accusé, en faisant fi de tout élément de fiabilité ou de crédibilité. C'est un peu comme s'ils essayaient de reconstruire une maison en utilisant
du sable nouveau, tout en insistant sur le fait que le sable a une relation importante avec quelque chose de beaucoup plus substantiel. La réalité, c'est que la thèse de l'accusation n'est pas réaliste. Ce sont eux qui fuient les éléments de preuve. Nous, quant à nous, nous sommes confrontés aux éléments de preuve et nous avons offert des explications tout à fait raisonnables. J'aimerais maintenant vous renvoyer à l'allégation numéro 6 et à la planche numéro 61. Dans une tentative pour essayer d'établir le lien entre Stanisic et Dragan, l'accusation se fonde sur la pièce P671, une conversation interceptée alléguée du 29 novembre 1991 qui, au paragraphe 99 de leur mémoire en clôture, d'après eux, démontre que Stanisic a essayé d'engager le capitaine Dragan et Simatovic pour aider Karadzic, tout comme ils avaient déjà aidé Milan Martic. Il s'agit d'une falsification, et cela est absolument évident. La planche numéro 61 reprend les éléments principaux de cette soi-disant conversation interceptée authentique. C'est la seule conversation interceptée que nous contestons. Sur 97 conversations interceptées présentées par un témoin, il s'agit de la seule conversation interceptée pour laquelle il n'y a pas eu de cassette correspondante permettant de vérifier son authenticité, ce qui bien entendu jette un certain doute dans nos esprits à propos de son authenticité. Et il est important de la replacer dans son contexte, cette conversation. Dans un premier temps, comme nous l'indiquons au paragraphe 1036 de notre mémoire en clôture, les dirigeants serbes de Bosnie avaient adopté à partir de la mi-1994, une politique qui tendait à accuser le MUP serbe en les présentant comme des extrémistes et des paramilitaires qui détruisaient les documents. Ce qui rend une falsification encore plus vraisemblable d'ailleurs. Est-ce que l'accusation a supprimé ce doute en fournissant une corroboration? L'accusation n'a pas présenté un seul élément de preuve qui pourrait corroborer cette conversation, cette soi-disant conversation interceptée, et indique qu'en novembre 1991, Stanisic commandait Dragan et Simatovic dans le cadre d'opérations militaires en RSK. Nous nous indiquons qu'il n'y a pas un seul élément de preuve qui suggère que Stanisic ait commandé Dragan ou lui ait donné des ordres lors des opérations de guerre, qu'il s'agisse de Knin ou d'autres endroits, encore moins à un moment où Golubic avait été fermé et où Dragan offrait ses services aux plus offrants. Et sur quelle ville exactement ou vers quelle ville exactement avançaient Dragan et Simatovic? Pourquoi est-ce que l'accusation n'a pas présenté un seul élément de preuve, hormis ce salut enthousiaste à Kula qui suggère que Stanisic avait envoyé Dragan en Bosnie? Un baiser n'est qu'un baiser, une accolade n'est qu'une accolade. Et par contre, des éléments de preuve sérieux et significatifs d'une action concertée relèvent d'un autre domaine. Si nous examinons davantage le contexte, nous devenons de plus en plus sceptiques, car, comme vous l'aurez constaté, d'après la pièce P651, le 8 décembre 1991, Milosevic et Karadzic indiquent que Stanisic doit être l'homme qui devra se réunir avec 10 hommes de l'opposition de la RSK pour essayer de contraindre Milan Babic. D'après la pièce P686, ce rôle s'est élargi puisqu'il devait en fait participer à une réunion avec 44 commandants en janvier 92. Et pourtant, d'après la logique de cette conversation interceptée de la planche numéro 61, Stanisic menait simultanément des opérations avec Dragan ainsi qu'avec les Bérets Rouges en Krajina et en SBSO, ce qui est manifestement illogique. Et nous avançons que une brève analyse de ce genre de situation est le genre d'analyse qui doit être fait par rapport aux éléments de preuve de l'accusation, car la charge de la preuve et la norme de la preuve sont extrêmement rigoureuses.
On ne peut pas considérer ces éléments de preuve en les déplaçant du contexte, car cela peut porter tort à l'accusé. Bien au contraire, nous avançons en fait que l'analyse de ces éléments de preuve révèle un manque de fiabilité manifeste, et lorsque cela se conjugue ou est conjugué avec les éléments de preuve relatifs à la contribution de Stanisic à la paix, nous aboutissons à une conclusion raisonnable, à savoir Stanisic n'avait pas d'intention criminelle. Pourquoi est-ce que ce fut Stanisic qui fut choisi pour négocier avec Mladic pour la libération des otages de la Fort Pronu? Comme nous l'indiquons à l'annexe 2 de notre mémoire en clôture, il s'agissait de l'une des crises les plus sensibles dans les Balkans. L'accusation peut essayer vainement de minimiser la valeur de cet acte en suggérant que ses motifs n'étaient pas essentiellement purs, mais il n'en reste pas moins que nous nous retrouvons avec la question essentielle. Pourquoi lui? Pourquoi pas Perisic, qui avait une relation beaucoup plus intime avec Mladic? Pourquoi pas d'autres personnes? Personne ne peut sérieusement suggérer que Mladic, le commandant de dizaines de milliers de soldats de la VRS, craignait Stanisic ou ses JATD. Aucun élément de preuve n'existe pour prouver que Stanisic avait une relation avec Mladic et qu'ils avaient une relation cordiale. Et pourtant, hier, l'accusation a avancé que cela prouvait l'influence importante de M. Stanisic. Mais influence sur qui? Comme les carnets de Mladic le montrent, Stanisic n'a rencontré Mladic qu'en juillet 1995 et en 1993, se reprend l'interprète, et en 1995, ils n'ont même pas échangé leur numéro de téléphone. Alors pourquoi Stanisic? Et nous avançons que la réponse réside dans la personnalité et le caractère de cet homme. C'est la même réponse à la question pourquoi en 91 et en 92, ce fut M. Stanisic qui a été en quelque sorte recruté pour persuader les dirigeants de la RSK à signer le plan de Vance. Cette réponse permettrait de comprendre pourquoi, à partir de l'année 91, Stanisic, alors que la folie se répandait dans les Balkans, a continué à avoir des liens avec les services de renseignement secrets de puissances étrangères importantes. Ou pourquoi est-ce qu'un chef de la sûreté d'État fut choisi pour négocier à Dayton? Ou pourquoi est-ce qu'après Dayton, il a aidé à assurer la sécurité des opérations de maintien de paix? Je fais référence à l'annexe 2 de notre mémoire en clôture et je vous dirais qu'en fait, point n'est besoin de me croire sur parole, car je souhaiterais maintenant que nous passions à huis clos partiel. Le Président, nous allons passer à huis clos partiel. Le greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le Président, je vous remercie. Maître Jordache, pourquoi est-ce que Stanisic n'a jamais rallié le parti de Slobodan Milosevic pendant la période couverte par l'acte d'accusation? Pourquoi est-ce qu'il ne souhaitait pas que les membres de la DB se rallient à des partis politiques? Pourquoi est-ce que la plupart des centres de la DB avaient une composition multiethnique? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul musulman qui fut démis de ses fonctions pendant la guerre? Pourquoi est-ce qu'il a autorisé Zlatko Radnić, un Croate, à rester chef de la 6e administration pendant toute la durée de la guerre? Je vous invite à examinez l'annexe 2 de notre mémoire en clôture et vous verrez que cela est indubitablement vrai. Radnić était encore employé en 1996 et a accompagné Stanisic lors de visites de très haut niveau à l'étranger. L'accusation vous a demandé de faire fi de ces évaluations faites à l'époque. Évaluation de Stanisic qui est considéré comme un homme modéré, non politique, évaluation faite par des hommes d'intégrité, des hommes de valeur, et vous demande d'accepter plutôt les éléments de preuve avancés par des personnalités louches peu recommandées, telles que par exemple les mercenaires de basse classe de Martic, le témoin JF39 ou le JF47 qui n'a pas su décider s'il faisait partie d'une unité du MOUP serbe ou d'une unité du MOUP de la RSK par exemple, ou des témoins tels que Kovacevic ou JF005 qui continuent à chercher dans les tiroirs de leur cuisine les notes qui vont corroborer leurs propos. Monsieur
Stanisic était un pragmatisme. Il n'était ni nationaliste ni extrémiste. Il avait un travail à faire, comme nous l'indiquons dans l'annexe 1 de notre mémoire en clôture. Il s'agissait de s'opposer à toutes les formes d'activités nationalistes extrêmes afin d'empêcher un conflit intranational, une guerre civile et des activités de terrorisme. Pourquoi est-ce qu'un Croate aurait conservé une si haute fonction au sein de l'ADB alors que cela n'était pas possible dans les autres organes de l'État? Parce que cet organe de l'État ne faisait pas la guerre contre les Croates. Et contrairement à d'autres organes de l'État, avait été composé ou avait parmi sa composition des membres de différentes appartenances ethniques, ce qui était considéré comme un atout. Comme je l'ai indiqué au début, Stanisic a cru en une grande Serbie. Et cela était tributaire, bien entendu, de l'augmentation du territoire. Mais dès l'année 1992, et peut-être même avant, Stanisic savait qu'il n'était pas possible de préserver la Yougoslavie et qu'il était encore moins possible d'atteindre ou de parvenir de concrétiser ses ambitions ces grandes ambitions des nationalistes et des extrémistes de Serbie. J'aimerais vous montrer les planches 63 et 64, à ne pas montrer au public. Il s'agit d'une conversation que Stanisic a avec Karadzic au début de cette guerre terrible. Il s'agit d'une conversation qui a lieu le 5 janvier 1992. Karadzic était assez passionné à propos d'un discours qu'il avait prononcé lors d'une convention télévisée. Stanisic avait regardé le discours et a parlé à Karadzic. Et Stanisic est très réservé lorsqu'il parle de la convention et lorsqu'il fait des compliments à propos de cette convention et du discours de Karadzic. Il ne dit pas qu'il l'a aimé, il dit qu'il a observé que d'autres l'ont aimé. Et je cite, « Nous vous avons regardé avec beaucoup d'attention et avons regardé les applaudissements. » Alors que Karadzic indique que son discours est non élitiste, Stanisic est très circonspect et indique que lui, Karadzic, est orthodoxe, manifestement un euphémisme pour extrême, et il remarque qu'il s'agit des gauchistes orthodoxes qui ont le plus apprécié le discours. Et puis en dernier lieu, Karadzic remarque qu'il veut toute la Yougoslavie. Stanisic indique qu'il se demande, qu'il se posait les mêmes questions, mais finalement indique qu'il ne sait pas si cela sera possible. Ce que j'avance, c'est que cela prouve que Stanisic était pragmatique et qu'il savait que cela n'était pas une possibilité. De sa façon tranquille, il a essayé d'exhorter Karadzic à être réaliste. Il savait que le monde ne tournait pas comme cela, même si des nationalistes invétérés tels que Babic, Martic, Hadžić et Karadzic n'était pas de cet avis. Il savait que cet objectif politique était du domaine de l'impossible, même s'il devait être très prudent lorsqu'il parlait à Karadzic. Et si cela est vrai, alors quel était l'objectif politique de M. Stanisic? Comment est-ce qu'il aurait pu se lancer dans une guerre alors qu'il ne partageait pas ses objectifs politiques? Comment est-ce qu'il aurait pu se lancer à commettre des crimes considérés par d'aucuns comme partie intégrante de ce qu'il fallait faire pour obtenir cette Yougoslavie unifiée, alors qu'il pensait que cela n'était pas possible? Comment est-ce qu'il aurait pu partager cette intention criminelle? Alors les Balkans ont commencé à exploser, mais la mission de Stanisic était de prévenir cette éruption. Et son travail était un travail essentiel. D'autres étaient parfaitement capables pour le faire et avaient été formés militairement pour organiser la formation d'unités spéciales, pour financer, pour former et pour former et pour faire en sorte que toute la logistique soit donnée pour les lancer dans la bataille. Je vous remercie de votre attention. Le Président, je vous remercie beaucoup. Nous allons faire la pause et je suppose que c'est vous, Maître Bakrac, qui allez maintenant
intervenir, Maître Bakraч? Oui, Monsieur le Président, c'est moi qui interviendrai. Le Président, nous allons reprendre à 17h55.